Bonjour et bienvenue sur LCP au cœur de la loi et des auditions parlementaires. Aujourd'hui, on va parler d'une commission d'enquête très médiatisée, commission créée à la demande d'Éric Ciotti, le patron des députés UDR, et qui se penche sur la question de la neutralité, du fonctionnement et du financement de l'audiovisuel public. Après Léa Salamé et Laurent Delahousse, eh bien les députés vont entendre Élise Lucet, animatrice, présentatrice et productrice. Direction tout de suite la salle de la commission d'enquête où se tient cette audition très attendue. On se retrouve tout à l'heure. Merci d'abord véritablement à vous de nous accueillir au sein de cette commission d'enquête parlementaire. Vous venez de me proposer à l'instant 10 minutes de propos liminaires. Je vous en remercie vraiment. Mais en fait, je vais faire plus court. Je vais faire plus court parce que le plus important dans une commission d'enquête parlementaire, me semble-t-il en tout cas, c'est le débat et ce sont les questions. Celles que vous vous posez, vous qui êtes le reflet de la représentation nationale, et celles que sûrement nos téléspectateurs se posent. Sur quoi? Quelles questions? Sur la manière dont nous exerçons notre métier, sur notre indépendance. Est-ce que nous subissons des pressions? Comment nous y faisons face? Comment faisons-nous nos enquêtes? Quelle garantie d'indépendance? Comment gérons-nous l'argent public? Quel contrôle? Est-ce que nos rédactions à envoyé spécial ou à cache investigation sont pluralistes, viennent de toute la France, de tous les milieux? Vous avez, j'imagine, beaucoup d'autres questions et bien sûr, libre à vous de les poser. Je pourrais sans problème vous faire un long discours sur ma carrière, mes 26 ans de présentation de JT, mon apprentissage de l'investigation, d'abord à Pièce à conviction, puis à Cache Investigation, ce qui représente aujourd'hui quasiment 25 ans de travail. Je pourrais aussi vous dire, sans aucune hésitation, que le seul endroit où nous, journalistes, pouvons réaliser ces enquêtes, c'est sur le service public de l'audiovisuel, sans intervention politique ou économique d'aucune sorte. Parce que notre indépendance est notre totem. Oui, notre indépendance est notre totem. Cache Investigation ne pourrait pas exister ailleurs qu'à France Télévisions. Je pourrais aussi vous parler de mon respect absolu pour le reportage pur à envoyé spécial. Un reportage qui est soit au plus près des Français dans leurs préoccupations quotidiennes, dans leurs difficultés, mais aussi dans leur réussite, parce que c'est très important pour nous à envoyé spécial de parler aussi de la réussite des Français. Vous dire aussi que nous sommes le seul magazine à diffuser des sujets sur l'actualité internationale en prime time chaque semaine. Venezuela, Groenland ou Salvador. Dernièrement, c'était les toutes dernières émissions. Mais le plus important pour moi et pour mes équipes aujourd'hui, c'est la transparence, l'envie d'expliquer notre travail, d'échanger argument contre argument, d'entendre les critiques et d'y répondre. Nous sommes donc ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer notre démarche, nos méthodes, la manière dont les décisions sont toujours prises de manière collective, réfléchie, avec un grand sens de la responsabilité, une chaîne hiérarchique qui garantit un contrôle à plusieurs niveaux. Et surtout une volonté de respect de nos téléspectateurs, parce que c'est d'abord pour eux que nous travaillons tous avec passion et aussi avec beaucoup de fierté. Nous défendons chaque jour une information de service public, pluraliste, de proximité, exigeante sur les enquêtes, sur l'investigation, les témoignages et sur les enjeux mondiaux si importants en ce moment. Mais vous le savez certainement, ce que moi et mes équipes souhaitons le plus dans l'exercice de notre métier, c'est d'obtenir les réponses les plus claires possibles. C'est la raison pour laquelle je n'utiliserai pas tout mon temps de parole pour ce propos liminaire, pour vous laisser le temps de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Le plus important pour nous qui représentons Envoyé spécial avec Gilles Delbos, Cache Investigation avec Sophie Le Gall, étant d'être transparent, honnête et responsable par rapport à la confiance qui nous est accordée. Nous sommes impatients de répondre à vos questions, car c'est ce que nous demandons clairement à nos interlocuteurs lors de nos interviews et de nos enquêtes, et qu'en aucune manière nous ne souhaitons nous dérober. Je voudrais juste ajouter que je suis extrêmement fière de travailler pour le service public depuis plus de 40 ans maintenant. Un service public qui, pour moi et pour 73% des Français, est un gage de confiance, ce qui est un record absolu en France. Mais fidèles à notre démarche à envoyé spécial et à Cache Investigation, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions que vous avez à nous poser, car tel que je suis, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur des questions. Merci à vous.
Merci, même si d'habitude c'est vous qui les posez. C'est un peu différent aujourd'hui. Ma première question, elle est d'actualité. Cache Investigation a révélé fin janvier, dans un reportage qui a suscité l'indignation d'une grande partie des Français, et je l'espère de tous les Français, vous avez révélé des violences à l'égard des enfants, et notamment un scandale dans le périscolaire, et notamment d'animateurs à Paris. J'ai une question qui m'a été remontée par de nombreux Français. Ce reportage a été fait il y a quelques mois, j'imagine. Donc vous aviez en votre possession des preuves qui mettaient en avant des violences à l'égard des enfants. Et j'ai plusieurs Français qui m'ont contacté, sachant que nous allions vous auditionner, pour savoir comment vous gérez, quand vous avez connaissance de délits, de faits graves, finalement ce décalage entre le moment où vous récupérez ces informations, et qui parfois c'est des informations qui caractérisent des violences et donc des délits, et le moment où vous les diffusez, parce que pendant le temps où vous disposez de ces informations et qu'elles ne sont pas révélées au public, peut-être que les violences peuvent continuer, peut-être que ces animateurs peuvent rester en poste. Et donc comment, et c'est plus large que la question sur le périscolaire, mais comment vous gérez ce temps entre les moments où vous obtenez des informations importantes, parfois qui caractérisent des violences et des délits graves, et le moment où vous les révélez. Je vais faire 3 questions en même temps, comme ça après vous répondez, si ça vous va. Bien sûr. Et après je laisserai la parole au rapporteur. La deuxième question, c'est sur la question des caméras cachées, et notamment sur ce qu'on a appelé l'affaire Legrand-Cohen, qui a suscité beaucoup de débats, et on a eu l'occasion de les auditionner. C'est une méthode que vous utilisez, qui suscite là de l'indignation, ou en tout cas des questions, et je voulais vous demander quel est un usage pour vous acceptable des caméras cachées, comment on en vient à utiliser des caméras cachées, quelles sont les règles qui s'appliquent, quelles sont les règles que vous vous fixez pour utiliser ce dispositif et établir des faits ou confronter ensuite des personnes à la réalité. Puis ma dernière question, elle porte sur l'externalisation de certaines émissions. Dans un article du Monde, l'ancien directeur de l'information, M. Yannick Letranchant, affirmait que nous commandons déjà 48% des sujets d'envoyé spécial à l'extérieur et visait 60% d'externalisation pour envoyé spécial à l'extérieur. Pouvez-vous nous indiquer ce que vous externalisez exactement et comment ce taux a évolué et auprès de quelle société de production vous externalisez vos sujets? Bien sûr. Alors, je vais essayer de vous répondre de manière assez complète. Les 2 rédacteurs en chef qui m'entourent le feront aussi à leur tour si c'est nécessaire. Première chose, et effectivement, votre question, Monsieur le Président, est importante. Il arrive parfois, et c'est arrivé en ce qui concerne effectivement le cache investigation sur le périscolaire, que lors d'une caméra cachée, nous puissions tourner des choses qui peuvent être choquantes pour le moins, et ça l'a beaucoup été pour les parents d'élèves de cette école en particulier, auxquels je pense et auxquels toute l'équipe de cache investigation a pensé à la fois au moment du tournage, du montage et de la diffusion. Et je peux vous dire que j'ai eu certains de ces parents d'élèves depuis au téléphone, à qui je me suis empressée de donner des numéros de téléphone de SOS périscolaire, de pédopsychiatres, d'avocats, pour essayer de les aider au mieux dans ce qui est la suite du reportage. Objectivement, nous ne sommes pas des auxiliaires de justice. Les journalistes ne sont pas des auxiliaires de justice. Je pense qu'il peut y avoir un véritable débat, et objectivement, entre nous, ça ne nous est jamais arrivé, si on a le sentiment que quelqu'un va commettre un délit qui peut mettre en danger réellement de mort ou d'être très grièvement blessé. Là, c'est un véritable débat qu'on aura entre nous et qu'on devra trancher rapidement. Et vous avez tout à fait raison. Ce qu'on tourne dans cette caméra cachée, ce sont des animateurs de périscolaire qui crient très fort, qui hurlent sur des enfants, et une dame qui effectivement embrasse sur la bouche un petit garçon de 4 ans. Donc on est dans des faits graves. On n'est pas objectivement on n'est pas dans de la pédocriminalité avérée, et je pense que si ça avait été le cas, on se serait posé la question. Après, on n'est resté que 23 heures dans cette école, donc on ne peut pas non plus, et quand je dis on, c'est la journaliste qui a fait cette infiltration en caméra cachée, on n'est pas non plus en capacité, au bout de 23 heures, de dire voilà tout ce qui se passe dans cette école, on a des soupçons sur telle ou telle personne. Ce qu'on dit simplement à la fin de cette séquence, c'est qu'on sait que
l'un des animateurs a été écarté de cette école pour des suspicions d'agression sexuelle sur des enfants. Et ça, on en fait état dans le reportage. Donc voilà nos limites par rapport à la révélation, si vous voulez, des faits que nous tournons avant la diffusion. Mais je tiens vraiment à préciser que c'est très important pour nous d'avoir, comme moi je l'ai fait et la journaliste qui a fait le reportage aussi, par la suite, les parents d'élèves au téléphone et tenter de leur apporter tous les soutiens possibles parce que cette scène a été, je pense, extrêmement choquante pour eux, qu'ils n'imaginaient pas ce qu'ils allaient voir. Après, sur l'utilisation des caméras cachées, moi, ce que je tiens véritablement à vous dire là, c'est que c'est toujours une décision qu'on prend vraiment en dernier recours. Les caméras cachées, c'est quelque chose qu'on prend en dernier recours. Et ça tombe bien que vous preniez, vous, cet exemple du périscolaire à Paris, parce qu'on avait beaucoup de témoignages de parents qui se posaient des questions. On avait des témoignages d'anciens animateurs qui nous disaient il se passe des choses qui sont véritablement inacceptables dans certaines écoles. Si nous n'avions pas réalisé cette caméra cachée, nous n'aurions pas pu porter à la connaissance du grand public ce qui se passait effectivement dans le périscolaire, dans cette école à Paris. C'est-à-dire qu'on aurait dû se limiter à des témoignages de personnes différentes nous rapportant des faits, sans pour autant avoir la preuve que ces faits-là existent. Nous, on a toujours l'obligation de recouper les faits. C'est très important quand on fait de l'investigation, même du journalisme de reportage. On recoupe toujours les faits. La caméra cachée était donc indispensable à ce moment-là pour être certaine que les animateurs n'allaient pas se tenir au garde à vous au moment où une caméra de télévision en caméra ouverte serait là pour recommencer derrière des maltraitances vis-à-vis des enfants. Donc vous voyez, on l'utilise vraiment en dernier recours. Le droit à l'information, c'est aussi le respect du contradictoire. Donc il y a des règles à respecter pour l'utilisation de la caméra cachée. Nos caméras cachées, par exemple, elles s'inscrivent souvent et objectivement dans des enquêtes au long cours d'intérêt général. Et je vous l'ai dit, elles sont notre dernier recours pour obtenir l'information quand on a épuisé toutes les voies officielles et qu'on n'a pas eu l'autorisation de filmer. On privilégie toujours la caméra ouverte. Et moi, je le répète à longueur d'émission, mes reporters aussi, enfin partout, les rédacteurs en chef qui sont avec moi en témoignent. On passe, mais quand je vous dis des dizaines, c'est des dizaines de coups de téléphone, des dizaines de mails pour tenter d'obtenir un contradictoire en bonne et due forme. Notre intérêt n'est pas véritablement, en tant que journaliste, de faire des caméras cachées, de courir après des interlocuteurs. Notre intérêt, c'est d'obtenir des interviews où on est posé, où on échange comme on le fait en ce moment entre nous, argument contre argument, et où on peut vraiment expliquer les choses. Donc, nous, on demande toujours une interview en face à face pour respecter ce principe du contradictoire. C'est la règle élémentaire du métier des journalistes. Et quand nous avons des caméras cachées, très important que je vous dise ça, ce sont... Quand je dis majoritairement, c'est une très grande majorité, nos journalistes qui portent des caméras cachées. Dans de très rares cas, ce sont des sources légitimes avec qui on a tissé des liens pendant des semaines, pendant des mois, donc en qui nous avons une totale confiance, à qui on peut confier une caméra cachée, mais c'est extrêmement rare. Et en tout état de cause, on ne diffuse jamais des images d'une caméra cachée qu'un inconnu nous aurait confiées. Parce que ça nous mettrait en grand danger de manipulation. Et par rapport à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos téléspectateurs, ça ne serait pas possible. Et je suis persuadée que tous les journalistes qui sont à la fois mes deux rédacteurs en chef et les journalistes des deux équipes qui nous regardent, mais vraiment ne le feraient jamais, et le service juridique de France Télévisions nous l'interdirait. Donc ça n'est pas possible. On est extrêmement contrôlé par rapport à ça. Je vous propose, si vous voulez bien, Lucelle, ma troisième question, on y reviendra, parce que je pense que le rapporteur a des questions sur l'information, et comme ça je le laisse prendre la main sur les... Donc l'externalisation, on fera plus tard. Oui, ouais, pardonnez-moi. Non, mais je fais un peu trop long, je vais essayer de faire plus court. En même temps, question précise, réponse précise. Moi, c'est ce que j'aime, j'imagine que vous aussi. En tout cas, donc le rapporteur a pas mal de questions. Je propose qu'il pose des questions courtes, ça donnera des réponses courtes. Et ensuite, il y a beaucoup de députés présents et je souhaite qu'ils puissent s'exprimer aussi. Donc on va essayer de tout cadrer nos échanges. Monsieur le rapporteur, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames, merci Monsieur.
Je vais essayer, effectivement, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Il y a beaucoup de députés qui sont présents, donc je vais tâcher de vous poser des questions précises et synthétiques, et charge à vous, dans la mesure du possible, d'en faire de même. Il y a 2 jours, le Parisien a publié un article sur la commission d'enquête intitulé « On essaie de tout imaginer, comment les stars de l'audiovisuel public se préparent à la commission d'enquête ». On y apprend dans cet article que les personnes auditionnées dans le cadre de cette commission sont extrêmement préparées et reçoivent des consignes très précises, dont celle-ci, je la cite, « Il faut faire chiant, élargir les sujets au maximum, être technique et lénifiant ». Bon, l'article explique également que France Télévisions mobilise ses équipes de communication, son secrétariat général, ses services de relations institutionnelles afin d'anticiper toutes les questions, de préparer des éléments de réponse, d'identifier les sujets auxquels il est possible de ne pas répondre, de rédiger des fiches techniques et même d'organiser des sessions de questions-réponses préparatoires. Il se dit aussi dans cet article qu'une personne serait mobilisée pour décrypter toutes les questions que je pose, anticiper les prochaines et même m'incarner lors de séances de préparation intensive. Madame Lucet, j'ai été, vous en conviendrez, très étonné par l'ampleur des moyens mobilisés pour préparer ces auditions par France Télévisions. Personnellement, vous l'avez peut-être vu, mais je ne dispose pas d'autant de moyens pour mener à bien cette commission d'enquête, ces auditions. Et France Télévisions, il faut l'avouer, mais ne m'aide en rien en dehors du simple cadre légal, allant jusqu'à m'expliquer qu'il est compliqué pour un groupe de 9000 employés de classer, par exemple, des milliers de contrats que je demande par simple société de production, ce qui bénéficierait à notre enquête et à nos travaux de commission d'enquête. Ma question est simple, est-ce que vous avez, oui ou non, participé à ces séances de préparation? Est-ce que vous savez quelles sont les personnes qui ont été mobilisées avec de l'argent public pour coacher les personnes auditionnées? Et vous qui êtes tant attaché, et vous avez raison, à la question des financements, est-ce que vous avez une idée du coût que pourrait représenter pour le contribuable cette cellule que France Télévisions a mise en place, spécifiquement peut-être d'ailleurs pour neutraliser certaines des questions que je pourrais vous poser? Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, c'est bon? Allez-y. Alors, j'espère, en ayant fait un propos liminaire de 4 minutes au lieu de 10 minutes, que je n'ai pas été, vous avez dit quoi, longue, chiante, lénifiante, c'était ça l'idée? Le rapporteur a cité le Parisien, c'était pas, il ne vous a pas qualifié. Hein. Manifestement, si consigne il y avait, je ne l'ai pas respecté. Donc, vous voyez, ça n'est pas véritablement ce que j'ai fait. La deuxième chose, la seule chose que moi j'ai répondu à l'article du Parisien, vous l'avez certainement lu avec attention parce que ça commence le papier, c'est nous préparons avec beaucoup d'attention toutes nos émissions et nous préparons avec attention aussi la commission. Ben, oui, évidemment que nous préparons avec attention cette commission. On est devant la représentation nationale. On est devant une commission d'enquête parlementaire. Et donc, il est hors de question d'arriver ici sans être préparé. Et l'essentiel des préparations que nous avons faites, je les ai faites avec les 2 personnes qui sont ici et avec les 2 rédacteurs en chef, enfin les 3 en tout rédacteurs en chef adjoints des 2 émissions. Donc, qui a la connaissance profonde des émissions que sont Envoyé spécial et Cache Investigation. Les gens qui fabriquent ces émissions, les gens qui les font. Donc, il y a même des reporters, je vais vous dire, d'Envoyé spécial, qui, sur des reportages spécifiques, nous ont aidés. Parce que, je vais être honnête avec vous, je ne peux pas me souvenir de tout. On a un chiffre extrêmement précis. Gilles, je me tourne vers toi. 35 ans, c'est 3519 reportages pour Envoyé spécial. Et sur les 5 dernières années, depuis que je suis envoyé, c'est 393 reportages. Donc effectivement, ce sont beaucoup de reportages. Et oui, on a travaillé pour se rappeler un petit peu de ce qui pouvait éventuellement vous intéresser. Et ça a été ça notre travail en amont. Et pour cacher... je vais y arriver. Pardon. Et pour Cache Investigation, c'est 77 émissions depuis la création. Donc, vous voyez que oui, effectivement, chacun de nos journalistes, mais comme pour les émissions, participe à une préparation sérieuse parce que nous prenons très au sérieux cette commission d'enquête. Et ça me semble tout à fait normal. Est-ce que de l'argent public a été mobilisé? Alors, franchement, non, si ce n'est l'argent public qui est mobilisé d'habitude pour préparer nos émissions, c'est-à-dire les équipes qui travaillent avec moi d'habitude ont travaillé, mais tout à fait normalement. On a un grand respect du travail que vous êtes en train d'effectuer. Il serait indigent, je dirais, de nous présenter sans avoir des choses précises à vous dire. Je le pense profondément. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Merci, madame, pour votre réponse. Question très courte.
et je clôturerai cette parenthèse un peu d'introduction, est-ce que vous avez eu connaissance d'un éventuel prestataire privé qui aurait été missionné par France Télévisions, notamment pour faire du média training ou pour coacher les personnes auditionnées? Et est-ce que vous avez reçu d'éventuelles consignes de la part de la direction avant de venir répondre à la représentation nationale? Alors, monsieur le rapporteur, non. Alors, pas du tout de société privée de coaching, mais vraiment pas du tout. J'ai prêté serment, donc je sais ce que je vous dis. Et est-ce que j'ai reçu des conseils? Alors, oui, à peu près 450 conseils, mais venant mais de tout le monde, c'est-à-dire que de la direction, de pas la direction, de tout le monde. Tout le monde y va de son conseil, tout le monde vous dit quelque chose. La direction, ce qu'elle nous a demandé de faire, mais vraiment, c'est de travailler sérieusement cette commission, parce qu'elle la prend aussi très au sérieux et que c'est tout à fait normal. Donc voilà, et elle nous a fait une grande confiance par rapport à cette préparation, je vous l'avoue. Qu'elle vous a demandé aussi, comme elle l'a fait aux autres apparemment, de ne pas communiquer vos rémunérations et vos salaires. Apparemment, ça a été une demande formulée par la direction de France Télévisions. Oui, alors, j'imagine qu'on va en venir à mon salaire. Et c'est effectivement tout... Ah. Donc, j'en parle maintenant ou... Dites-moi. Ok, alors parlons de mon salaire. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que par rapport à cette question, moi j'ai toujours été plutôt transparente dans le paysage audiovisuel français. C'est pas si courant que ça d'être transparent par rapport à une rémunération qu'on travaille dans l'audiovisuel public ou dans le privé, objectivement. Après, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que aujourd'hui, j'ai 42 ans de métier. Je ne suis pas aussi jeune que vous, je le regrette infiniment, j'adorerais être aussi jeune que vous, mais j'ai 42 ans de métier, donc 40 ans passés à France Télévisions. Donc effectivement, j'ai une rémunération qui correspond à mon expérience, j'ai une rémunération qui correspond à mon temps de carrière qui est assez long, et à mon exposition à l'antenne et à mes responsabilités en tant que rédactrice en chef de Cache Investigation et d'envoyé spécial. Cette rémunération, et c'est très important, je pense qu'on le dise aux Français, elle est visée par un contrôleur d'État qui dépend de Bercy. Donc, si cette rémunération ne correspondait pas à ma longévité de carrière, à mon expérience, à mon exposition à l'antenne, cette rémunération serait refusée par le contrôleur d'État. Et d'autre part, je tiens à vous dire quelque chose qui est important, parce que je vous entendais dire tout à l'heure, pardon, je ne vous ai pas corrigé, que j'avais été productrice de pièces à conviction. Non, je n'ai jamais eu de société de production extérieure. Je n'ai jamais eu de part dans aucune société de production extérieure. Je ne touche pas de dividendes. Je suis salariée de France Télévisions et uniquement salariée de France Télévisions. Reverrai ce que j'ai dit, mais en tout cas, ce que j'avais écrit, c'est que vous présentiez cette émission. Je n'avais pas dit que vous étiez productrice. Non, pas de souci. Je corrige si je me suis trompé. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Un point peut-être sur votre méthode, et notamment sur la façon de choisir et de mener vos enquêtes qui intéressent, je pense, des millions de Français. Je pense qu'on imagine tous que vos enquêtes démarrent souvent à partir d'un soupçon, d'un faisceau d'indices ou d'informations encore partielles, et c'est normal. Mais j'imagine également que toutes ces pistes ne débouchent pas nécessairement sur un reportage qui sera diffusé. Et d'ailleurs, je pense qu'on reconnaît un bon enquêteur aussi au nombre de portes qu'il ferme, faute de preuves, faute de conclusions. Votre méthode dans le cadre de vos émissions et du rythme auquel vous êtes soumise, dans le cadre d'ailleurs des émissions que vous devez animer et diffuser sur le service public, viserait d'une certaine façon à revendiquer quasiment plusieurs scandales par mois. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la proportion d'enquêtes qui n'aboutit pas, de portes que vous ouvrez, qu'à la fin vous fermez? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'ailleurs de sujets que vous avez en cours de route abandonnés? Alors, monsieur le rapporteur, en ce qui concerne, là je tiens à être précise sur les réponses, parce qu'en ce qui concerne Cache Investigation, on a 6 émissions par an, par saison, pas plus. Je vais vous faire une confidence. On m'a proposé à un moment d'en faire 10 par an. Et n'importe quel présentateur d'émission aurait dit immédiatement oui. J'ai dit non. J'ai dit non justement pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire parce que je pense qu'on ne peut pas faire 10 enquêtes sérieuses par an de 2 heures et qui tiennent 2 heures d'antenne avec le même sérieux d'investigation.
Donc c'est la raison pour laquelle j'ai refusé à ce moment-là, c'était il y a quelques années, de passer de 6 à 10 émissions par an. Pour le reste, quand vous me dites qu'on doit sortir un scandale quasiment toutes les semaines, pardonnez-moi, mais non, Envoyé spécial n'est pas une émission d'investigation. Autant Cache Investigation l'est, autant Complément d'enquête l'est. Pardonnez-moi, Envoyé spécial est une émission de reportage. Je vous l'ai dit auprès des Français, ça c'est très important pour nous. Je veux dire que la proximité des préoccupations des Français, de la manière dont ils ont des difficultés à vivre, mais aussi de la manière dont ils réussissent, c'est très important pour nous. On est dans une volonté véritablement de montrer un reflet du pays sans aucun a priori, sans aucun jugement. On veut donner la parole à absolument tout le monde, partout, tout le temps, quels que soient leurs milieux sociaux. Et on n'est pas, monsieur le rapporteur, à la recherche de scandales toutes les semaines. D'abord, très franchement, vous avez totalement raison, on n'y arriverait pas. Ce serait impossible. Et ce serait vraiment, à un moment, complètement dérogé à la règle de notre travail. Donc 6 émissions par an pour Cache Investigation me semble effectivement un bon étiage. Plus, ce serait beaucoup trop. Et pour répondre à votre question, oui, il y a plein de pistes d'enquête qu'on a laissé tomber. Je vais peut-être donner la parole à mes 2 rédacteurs en chef. Sophie Le Gall. Monsieur le rapporteur, vous avez une expression qui est très intéressante parce que c'est exactement celle qu'on utilise, à savoir fermer des portes. Je vais vous donner un exemple, parce que moi, avant d'être rédactrice en chef, j'ai réalisé des numéros de Cache Investigation. J'ai par exemple réalisé un numéro, à l'origine, en fait, on travaille sur des thématiques. Donc, par exemple, on me disait, tu vas aller enquêter sur la souffrance au travail. Vous voyez, c'est un thème très large. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est de se dire quels sont les secteurs, les domaines dans le travail où les salariés peuvent souffrir le plus. Et on va enquêter au début tout azimut. Donc j'ai ouvert énormément de portes. Et c'est ça l'intérêt aussi des enquêtes au long cours. Hein. Quand on a 1 an d'enquête, c'est qu'effectivement, il y a des pistes qu'on abandonne en cours de route parce que parfois aussi les témoins ne sont pas disposés à témoigner, parce que c'est aussi le problème de l'investigation, c'est qu'il faut trouver des sources écrites, mais il faut aussi trouver des témoignages. Et puis aussi parce qu'on se dit, tiens, dans cette entreprise, ça paraît plus systémique qu'ailleurs. Par exemple, si vous faites une enquête sur la souffrance au travail, vous allez récupérer les bilans sociaux, vous allez commencer à voir les taux d'accident, les turnovers, et c'est là où vous allez découvrir qu'il y a des entreprises plus problématiques que d'autres. Donc par exemple, c'est comme ça que moi j'en suis venue à enquêter sur Lidl et sur Free. Mais en aucun cas, à l'origine, on m'a dit tu vas enquêter sur Lidl ou sur Free. C'est moi en fait qui suis allée voir mes rédacteurs en chef au bout de plusieurs mois d'enquête en leur disant je crois que c'est intéressant d'enquêter sur ces entreprises. Mais j'avais enquêté sur d'autres entreprises en même temps. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne l'investigation. Merci pour ces précisions. Pour ce qui est du reportage et d'envoyé spécial... Rapidement, et après je redonne la parole au rapporteur. Allez-y, monsieur Delbos. Nous avons quand même 26 émissions par an, donc un rythme beaucoup plus élevé. Donc ça va beaucoup plus vite pour ce qui est de la fabrication des sujets. Les journalistes de l'équipe ont en général 2 sujets en permanence au feu. Un sujet à court terme et un sujet à plus long terme. Et moi, j'ai tendance souvent à dire à mes reporters qu'un bon reporter, ça doit savoir enterrer très vite en reportage, parce qu'on ne va pas laisser des gens pendant des mois sur une enquête qui n'aboutira pas. Et donc, c'est un savoir-faire aussi de journaliste et de bons journalistes de savoir fermer une porte, comme le disait Sophie, de manière à ne pas s'acharner sur quelque chose qui ne donnera pas. Voilà. Évidemment, chacun de mes reporters abandonne 2 reportages par mois. Enfin, la liste serait impossible à donner. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Si je vous pose cette question, c'est aussi parce que j'ai évoqué Envoyé spécial. Envoyé spécial, c'est à peu près entre 24 à 30 émissions par an. C'est 87 reportages, notamment en 2025. Moi, j'ai toujours été très attaché, j'ai pu le dire d'ailleurs dans la presse, à l'émission Envoyé spécial, qui, je pense, est l'un des formats de l'audiovisuel public auquel je dois, à titre personnel, mon éveil politique, et qui, je pense, aussi fait l'honneur de l'investigation sur le service public. Est-ce que vous estimez pas, quand même, depuis votre reprise de cette émission en 2016, que c'est les critiques qu'on peut lire, les critiques d'ailleurs pas forcément. C'est aussi saluer que Envoyé spécial serait devenu une sorte de Cache Investigation un peu light, avec une ligne éditoriale et une identité d'émission un peu brouillée d'ailleurs par rapport à ce format de Cache Investigation. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, nous révéler, par exemple, le coût d'un numéro d'Envoyé spécial, le budget peut-être global annuel de l'émission? Et est-ce que vous pouvez aussi nous donner cet élément pour Cache Investigation, s'il vous plaît? Alors,
Il y a beaucoup de questions en une, donc je vais commencer par est-ce que Envoyé spécial serait un cache investigation bas de gamme? Alors non, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, mais alors véritablement non. Je n'ai pas changé la ligne éditoriale d'Envoyé spécial. J'y ai apporté, avec les rédacteurs en chef, avec les équipes, avec la direction de France Télévisions, des modifications. Il y a eu une clarification d'ailleurs vraiment très nette à apporter, puisqu'on a la direction de l'information a vraiment dit l'investigation, c'est cache investigation d'un côté, complément d'enquête de l'autre. Ça ne nous empêche pas de temps en temps de faire des enquêtes d'envoyé spécial, mais j'ai envie de dire beaucoup plus sociétale. Je vais prendre pour exemple l'enquête qu'on a faite sur Nicolas Hulot, l'enquête qu'on a faite sur l'abbé Pierre, des enquêtes qu'on a faites sur les airbags dans les voitures. Vous voyez, des choses qui sont, j'ai envie de dire, ou plus sociétales ou beaucoup plus dans le monde de la consommation. Ce qu'on fait très peu, nous, à Cache Investigation, et ce que je crois Complément d'enquête ne fait pas beaucoup, mais vous leur poserez la question. Donc, c'est des lignes éditoriales qui sont très clairement établies, à la fois par nous-mêmes, parce que quel serait l'intérêt pour moi de présenter un cache investigation haut de gamme et d'un cache investigation bas de gamme? Alors, franchement, je ne vois pas. Ce serait complètement idiot, ce serait me tirer une balle dans les deux pieds en même temps. Donc, non, c'est absolument pas ça. Et je fais partie de ces gens comme vous, monsieur le rapporteur, qui ont une très grande admiration pour le reportage pur. Le reportage pur, aller sur le terrain, voir les gens, les rencontrer, ne pas considérer déjà avant d'être dans la voiture de reportage qu'ils vont vous dire à l'antenne, mais les écouter, les entendre. Et au hasard des endroits, des moments de reportage, trouver, ça nous est arrivé avec Gilles Delbos à Kiev, quand on était parti à Kiev, on était parti avec, entre guillemets, des possibilités de séquences de tournage. En fait, vous savez ce qui s'est passé? On a tout bouleversé sur le terrain. Tout bouleversé. Parce qu'on a rencontré des gens, on a vu des scènes absolument bouleversantes. Et en fait, tout notre cheminement de reportage, on l'a laissé tomber au fur et à mesure de nos 6 jours passés à Kiev pour faire le reportage qui était le plus conforme à ce qu'on voyait sur le terrain. Donc ça, c'est pour la première des réponses. Ensuite, là, vous me demandez, en ce qui concerne Envoyé spécial, c'est ça le... Alors... donc, le coût moyen de l'émission, ça, pour le coup, j'en ai l'assurance, j'en suis certaine. Il vous a été transmis par France Télévisions. Ça, je le suis certaine, je l'ai vérifié. Parce que, pour le coup, comme je prête serment, je veux être certaine de ce que j'avance. Et je l'ai vérifié, ça vous a été transmis. Ce qu'il est important de dire, parce que c'est aussi une question que... vous avez un peu effleuré pour l'instant et je veux vraiment être claire là-dessus. Pour Envoyé spécial, 50% des reportages sont fabriqués en interne, c'est-à-dire par une équipe, de journalistes France Télévisions. Aujourd'hui, ils sont une douzaine de journalistes. Donc, vous voyez, c'est pas du tout une rédaction pléthorique. C'est une douzaine de journalistes. 50% des reportages sont fabriqués par des sociétés de production. C'est comme ça quasiment depuis l'origine, puisque Paul Naon, qui a créé l'émission avec Bernard Benyamin, me l'a confirmé il y a quelques jours. Je l'ai eu par message. Et en fait, les 3 premières années, Paul m'a dit on a essayé de faire 70-30, c'est-à-dire 70 en interne, 30 en externe. Mais en fait, ça n'était pas tenable. Donc, au bout de 3 ans, ils sont passés à 50-50. Donc, ça fait maintenant 32 ans que Envoyé spécial est sur cet équilibre-là de 50-50. Nous, on tient énormément à ce que 50% des reportages soient fabriqués en interne. En externe, vous allez me poser la question peut-être sur la diversité des sociétés de production ou des agences de presse avec lesquelles nous travaillons. Elle est grande, c'est-à-dire que nous travaillons avec une vingtaine de sociétés de production ou d'agences de presse différentes. À aucun moment on ne garantit un volume deal. Un volume deal, ça veut dire qu'en début de saison, on ne dit pas à une société de production tiens, on va t'acheter 6 reportages dans la saison. Jamais. C'est-à-dire que la décision des reportages qu'on achète aux sociétés de production, elle ne se fait que sur l'intérêt journalistique et uniquement sur l'intérêt journalistique. Il n'y a jamais de volume deal passé avec des sociétés de production. Il n'y a pas de société de production qui soit favorisée.
toutes les sociétés de production peuvent nous faire des propositions. On appelle ça des pitchs dans le métier. On en reçoit à peu près, je dirais, 7 ou 8 par semaine. On en a encore reçu ce matin. Et on les regarde toutes avec attention. On essaie d'y répondre vite, justement pour ne pas laisser traîner les choses, parce que nous, on a besoin d'avancer aussi rapidement et de ne pas faire lambiner les sociétés de production. Il n'y a pas de favoritisme. Concernant Envoyé spécial, je vous donne juste un chiffre parce que c'est important. Le coût annuel pour 26 numéros ne représente qu'environ 2,6% du coût de grille de l'information nationale. Et ça, vous en avez connaissance dans le rapport de la Cour des comptes. Les services de l'Assemblée m'indiquent qu'on a les coûts pour cache investigation, mais pas pour envoyé spécial. Donc je sais pas, pour remettre en cause, je demanderai si on les a pas. Pardonnez-moi, mais pour le coup, on va vérifier que les services de l'Assemblée. Avant de venir, je m'en suis véritablement assurée, et je vais vous dire pas plus tard que la semaine dernière, parce que je savais qu'il y avait cette audition aujourd'hui, et je vous dis franchement que ça vous a été communiqué fin de semaine dernière. Et on va vérifier que les services de l'Assemblée, si ça manquait, je redemanderai à France Télévisions de nous les communiquer, et nous les communiquerons. Oui, voilà. De toute façon, c'est effectivement impératif que vous ayez cette... De toute façon, voilà, c'est la loi, et donc je les demanderai. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, les administrateurs me confirment, et je pense que vous commencez à vous rendre compte de toutes les entraves que France Télévisions m'oppose dans ce travail de clarification, notamment sur l'utilisation des 4 milliards d'euros d'argent public dans le coût de l'audiovisuel public. Effectivement, j'ai eu les contrats liés à Cache Investigation, mais pas à ceux d'envoyé spécial. Et à nouveau, je me permets vraiment de vous poser une question précise, parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup de Français. Quel est le coût d'une émission de Cache Investigation? Quel est le coût d'une émission d'envoyé spécial? Je sais que vous êtes particulièrement attaché à la transparence, notamment à la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Est-ce que, par exemple, j'ai pu voir, et je pense que vous n'en prendrez pas offense, que j'ai pris une émission, Les fausses promesses des influenceurs de Cache Investigation, qui a eu lieu le 4 avril 2024. Et il y a un élément parmi d'autres, mais un élément qui a attiré mon attention, c'est le coût du plateau, sachant qu'un plateau ne sert qu'à une séquence de 10 à 20 minutes en fin d'émission. Le coût du plateau s'élève à 50 000 euros. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de profondeur sur le coût d'une émission, sur ce coût de plateau? Et est-ce que ces montants vous semblent démesurés, notamment vis-à-vis du peu de temps de diffusion d'antenne et d'utilisation de ce plateau? Vous m'entendez, oui. Alors, pour Cache Investigation, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je tiens vraiment à redire ça avec vraiment beaucoup de clarté. Je n'ai pas de société de production, je n'ai pas de part dans Première Ligne Télévision, je ne touche pas de dividendes de la part de Première Ligne Télévision. Donc, les contrats qui sont signés entre Première Ligne Télévision et France Télévisions ne le sont que entre PLTV et France Télévisions. Moi, je n'assiste jamais à ces réunions. Et c'est très important parce que je veux que la frontière soit vraiment claire. Je ne suis pas productrice de cette émission. Je suis journaliste, j'en suis la rédactrice en chef avec Sophie Le Gall qui est ici, avec Zoé de Bussière qui est rédactrice en chef adjointe. Je ne signe pas ces contrats. Donc je suis uniquement salariée de France Télévisions. Donc c'est très important qu'on vous donne ça. Je ne connais pas objectivement, quand vous me dites le prix des plateaux, vous me parlez de quoi exactement? Le plateau qui suit l'émission? C'est effectivement dans les documents qui m'ont été transmis, le coût du plateau pour une émission de Cache Investigation, c'était celle du 4 avril 2024, les fausses promesses des influenceurs, sachant que ce plateau a été utilisé que pour 10 à 20 minutes en fin d'émission, le coût s'élève à 50 000 euros. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur le montant qui a été employé. Les plateaux de Cache Investigation durent 1 heure. Donc si vous savez, il y a une enquête d'abord, un documentaire qui est autour de 110 minutes, et après vous avez 1 heure de plateau. Donc je ne sais pas si vous faites référence à ça, mais en tout cas, on n'a jamais de plateau de 10-20 minutes. Je faisais référence peut-être sur l'ensemble du reportage, la durée qui exposait le plateau, et donc dans les montants qui m'ont été confirmés, le coût du plateau qui me semblait quand même particulièrement élevé, c'est l'une des questions, mais c'est un point de détail, vous en conviendrez, 50 000 euros pour un plateau pour une émission, surtout sur Cache Investigation, est-ce que c'est pas excessif, sachant que c'est de l'argent public? Alors, pardonnez-moi, s'il s'agit bien des plateaux qui succèdent à l'enquête, ce sont des plateaux sur lesquels, par exemple, la semaine dernière, on recevait 6 personnes. On a 6 invités qui sont sur le plateau.
pour mutualiser tous les coûts, on est sur le plateau du 20h de France 2. Ça veut dire qu'on ne loue pas un studio à l'extérieur, on ne va pas utiliser des plateaux qui sont dans des studios privés. On mutualise le plateau de France Télévisions. Ce sont des plateaux d'1 heure. Comme il y a 6 invités, la semaine dernière, par exemple, il y avait 6 invités plus moi, ça fait donc une nécessité de caméra assez importante. C'est 1 heure d'émission. Si vous trouvez un programme d'1 heure qui coûte 50 000 euros, présentez-le-moi, parce que c'est vraiment... Pardonnez-moi, pour les Français, je comprends que ça puisse apparaître comme un chiffre énorme, je l'entends. Mais en coût minute d'un plateau, enfin d'une émission de télé, puisqu'il faut évidemment mobiliser une régie, des caméras, des preneurs de son pour que le plateau fonctionne. Donc voilà, en coût minute, vraiment, on est pour 1 heure de télé, même si ce chiffre paraît très énorme pour les Français, franchement, on est dans un coût minute minimum. Juste un élément d'information, parce que je suis donc sur la data room. La data room, c'est la fameuse salle numérique virtuelle à laquelle le rapporteur a accès avec tous les documents qu'il a demandé. Il y a effectivement, le rapporteur pourra le confirmer, on a reçu, et je l'ai sous les yeux, dans la data room à laquelle a accès l'ensemble des contrats et donc des coûts des émissions d'envoyé spécial. Donc voilà, je le dis ici. Ce qui serait peut-être précieux pour les prochaines auditions, c'est que le rapporteur puisse les consulter avant et vous interroger, mais peut-être qu'il aura des questions sur les coûts. On les a sous les yeux, je le dis, comme ça, c'est transparent et c'est clair. Monsieur le rapporteur, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président, merci de le préciser. Il faudrait voir le moment auquel France Télévisions a déposé ces éléments qui ne sont toujours pas organisés, alors que pourtant ça a été demandé. Donc voilà, même les administrateurs n'arrivent pas à retrouver ces documents qui sont parfaitement éparpillés et qui, je pense, dans notre travail d'analyse, souffrent aussi d'un défaut d'organisation et de traitement de la part de France Télévisions. Donc voilà, c'est aussi l'une des questions que j'avais à vous poser. Je voudrais simplement clore cette parenthèse sur les coûts. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui ne pas être rémunéré par la moindre société de production au titre de votre activité? Est-ce que vous ne percevez qu'un seul salaire versé par France Télévisions? Pardonnez-moi, on a un problème de micro. Oui, monsieur le rapporteur, aujourd'hui, je suis payée par France Télévisions, je ne suis pas payée par PLTV. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai été pendant un moment et j'ai demandé expressément à la DRH de France Télévisions que mon salaire ne soit pas payé par Première Ligne Télévision. C'est moi qui ai fait cette démarche. Je suis allée voir le DRH de France Télévisions en lui disant je ne comprends pas pourquoi France Télévisions verse mon salaire à une société de production qui me le reverse ensuite. Donc j'ai demandé il y a plusieurs années maintenant, je dirais que c'est 5 ou 6 ans, peut-être plus, je dirais ça, à ce que mon salaire soit vraiment versé uniquement par France Télévisions. Et en ce qui concerne mon activité sur YouTube, pour l'instant c'est pro bono. Donc vous voyez, je ne touche pas de rémunération ailleurs. Merci monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre réponse concise, pour votre transparence également. 2 questions assez simples, je pense que vous l'avez suivi, mais depuis le début de nos travaux de cette commission d'enquête, la question des salaires dans l'audiovisuel public a été régulièrement posée. On n'a jamais obtenu la moindre réponse. Léa Salamé, par exemple, il y a une semaine, nous a révélé lors de son audition qu'il y avait une consigne qui avait été passée par la direction de France Télévisions qui leur demandait de ne surtout pas rendre public les montants de leur rémunération. Au fil des auditions, d'ailleurs, on nous a opposé tantôt le droit à la vie privée, tantôt le secret des affaires, voire même l'argument selon lequel ces informations nuiraient à la concurrence avec les chaînes privées. Je sais que vous êtes attaché à la transparence, notamment sur l'utilisation des fonds publics. Qu'est-ce que vous pensez de ces consignes données par France Télévisions pour ne surtout pas révéler devant la représentation nationale et aussi devant les Français les salaires des dirigeants de l'audiovisuel public, sachant qu'en plus, ils ont fait polémique à l'occasion de la sortie du dernier rapport de la Cour des comptes qui indique que le salaire moyen chez France Télévisions est autour de 72 000 euros par an, soit dans les 9% des Français les mieux rémunérés. 2 questions. Est-ce que vous condamnez ces consignes d'entrave à la transparence sur un travail de transparence publique mené par la représentation nationale? Et est-ce que vous pouvez nous indiquer de façon tout à fait transparente votre salaire? Alors, alors sur mon salaire, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, et j'imagine que vous m'avez entendu et même écouté. Moi, j'ai toujours été plutôt transparente sur ma rémunération parce qu'effectivement, ça va dans le sens de la manière dont j'exerce mon métier.
J'ai un salaire important, je le dis, mais parce que j'ai 42 ans de métier. Je vais encore vous raconter une anecdote, mais qui est très intéressante. Je me souviens quand je devais avoir à peu près 32 ans à France Télévisions, je présentais déjà le 19-20 depuis un certain temps. Et j'ai rendez-vous avec le DRH de France Télévisions parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas très bien payée. Et je me suis fait répondre tranquillement par le DRH, Madame, vous êtes... Enfin, je ne suis pas sûre qu'il m'a dit Madame, mais je crois que si. Il dit Madame, oui, vous êtes mal payée, mais vous êtes une femme, vous êtes jeune et vous n'avez jamais été virée. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc en fait, quand on est femme, jeune et qu'on n'a jamais été virée, à France Télévisions, on se voit opposer ce genre d'argument et effectivement, on est mal payé. Donc aujourd'hui, après 42 ans de carrière, 40 ans à France Télévisions, des responsabilités qui sont importantes et partagées avec mes rédacteurs en chef, oui, je suis vraiment bien payée, je suis bien payée. Ça, très clairement. Mais c'est dû à ma carrière et à la longévité de cette carrière. Je crois que la question du rapporteur, Mme Lucet, c'était est-ce que vous cautionnez, vous acceptez la demande que vous a fait la direction? Moi, si parce que vous avez, il me semblait que vous aviez révélé votre salaire il y a quelques années, justement pas dans Téléstar, vous aviez confirmé. Je crois qu'à un moment donné, vous aviez confirmé votre salaire, ou en tout cas, vous aviez été fait preuve de transparence. En tout état de cause, moi, je suis effectivement dans la démarche de cash investigation pour la transparence. Souvent, on demande des documents écrits aux entreprises. C'est-à-dire qu'on demande des documents comptables. On leur dit, est-ce qu'on peut avoir les rémunérations d'un tel, ou est-ce qu'on peut avoir des bilans comptables? On le fait très régulièrement. Et quand on les a par écrit, mais on est ravis, on est trop content, on est content de les avoir. Or, vous avez ces documents. Monsieur le rapporteur, monsieur le président, vous les avez à votre disposition. Donc ces documents vous ont été transmis. J'en ai eu l'assurance. Et en ce qui concerne les budgets d'envoyé spécial, pardonnez-moi, je fais juste une petite aparté. C'est-à-dire que je vous dis vraiment que moi, la semaine dernière, j'ai insisté pour que ces documents vous soient transmis au plus vite, pour que vous ayez justement le temps de les consulter, et que je suis persuadée et certaine qu'ils vous ont été transmis en fin de semaine dernière. Vous conviendrez que cette commission d'enquête a démarré il y a quelques mois déjà, que les premières demandes de documents ont été transmises à la direction de France Télévisions il y a près de 3 mois maintenant, que depuis il y a une sorte de conflit que je n'explique pas parce que c'est simplement le respect de la loi d'envoyer des documents que je demande, et qu'à l'heure où le rythme des auditions reprend, avec un rythme effréné, plus de 10 auditions par semaine, alors qu'on refuse à mes collaborateurs l'accès à ces documents alors qu'il est de droit pour cette commission d'enquête, et que vous imaginez que pour préparer une audition, ça nécessite pour moi des heures, plus les heures que je fais au titre de ces auditions. Vous imaginez aussi la stratégie de France Télévisions, alors que cette commission d'enquête va s'achever maintenant dans quelques semaines. Il y a une forme d'entrave non dissimulée de plus en plus pour que j'évite à tout prix d'aller regarder le plus profondément possible dans les documents qui me sont transmis. Visiblement, les documents dont vous parlez ont probablement été transmis il y a quelques jours, mais malheureusement, ça fait plusieurs mois que je les réclame. Je ferme cette parenthèse et je voudrais vous entendre sur un sujet qui est important. C'est l'un des sujets les plus critiques de cette commission d'enquête. C'est notamment les liens entre les sociétés de production et l'audiovisuel public. On a découvert, lors de plusieurs auditions, que certains anciens dirigeants de l'audiovisuel public et de France Télévisions, je vais citer par exemple Nathalie Darilran, qui a été ancienne directrice de France 5, ancienne directrice des programmes de France Télévisions, ont signé des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros d'argent public au bénéfice de sociétés de production privée avant de percevoir des indemnités de licenciement de plusieurs centaines de milliers d'euros, financées elles aussi par le contribuable. Et on apprenait, quelques mois plus tard, que ces personnes avaient rejoint ces sociétés de privées pour lesquelles ils avaient signé des contrats de production importants. Il y en a même d'autres, comme Takis Candilis, qui ont effectué des allers-retours, des navettes entre la direction de France Télévisions et la direction de ces sociétés de production. Lorsque j'ai interrogé Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, sur ce cas, elle nous a expliqué qu'il existait malheureusement de nombreux cas similaires, et elle nous a suggéré d'ailleurs que le législateur s'empare de ce sujet. La semaine dernière, Rachida Dati, ministre de la Culture, a dénoncé, je la cite, une consanguinité d'un milieu qui ne souffre d'aucun contrôle. Madame Lucet, on parle ici de montants très importants.
Le coût des grilles et des programmes pour France Télévisions, c'est près d'1 milliard d'euros d'argent public par an. On voit que c'est des pratiques qui peuvent soulever un certain nombre de conflits d'intérêts. Est-ce que vous aviez connaissance de ces pratiques, de conflits d'intérêts éventuels, de pantouflage à minima? Est-ce que demain, vous pourriez par exemple réaliser une enquête sur ce sujet-là? Et est-ce que aussi, c'est la dernière de mes questions, vous pourriez entretenir des liens personnels avec certaines des personnes que j'ai citées, notamment M. Candelis ou Mme Darigrand? Alors, monsieur le rapporteur, si vous me posez cette question, ça n'est sûrement pas un hasard. J'ai débuté aux 19 ans, à 23 ans, avec Nathalie Darigrand, effectivement. Et il se trouve que nous sommes amis dans la vie et depuis longtemps. On est même proches amis. Franchement, c'est une personne avec laquelle j'ai travaillé, notamment quand elle dirigeait les magazines de programmes de France 2. Elle s'est toujours révélée être une excellente professionnelle et je suis persuadée qu'à France Télévisions, beaucoup de gens pourraient en témoigner. Elle a, au fur et à mesure du temps, eu des postes de responsabilité extrêmement différents, aussi bien, comme je l'ai dit, à la direction des magazines de France 2, elle a dirigé France 5, et ensuite elle a été numéro 3, je crois, de France Télévisions. Je ne suis pas très douée dans l'organigramme. En tout état de cause, moi, je n'ai absolument pas, c'est absolument pas dans mon périmètre, donc je n'ai absolument pas à commenter les conditions de son départ. Mais ce que je sais, c'est que les procédures de contrôle dans ce genre de situation sont renforcées à France Télévisions. Donc que ces procédures, elles existent et qu'elles sont renforcées. Vous comprendrez bien que je ne vais pas ici parler de mes liens d'amitié avec quelqu'un. Je crois que ça n'a rien à faire à partir du moment où ça n'empiète pas sur le milieu professionnel. Et en l'occurrence, ça n'empiète pas sur le milieu professionnel, puisque je n'ai aucune relation professionnelle avec Nathalie Darigrand. J'en ai eu par le passé. Il y a plein de moments où on n'en avait plus. Il y a des moments où on en a eu à nouveau. Et donc, voilà, on est dans une situation où moi, je ne travaille pas avec elle et je n'ai que des liens d'amitié qui n'ont, je pense, pas grand-chose à faire dans cette commission. Merci pour votre réponse, monsieur le rapporteur. Deux questions rapides. Vous saluez son professionnalisme, mais ce n'était pas ma question. On peut être extrêmement compétent, très professionnel, et en même temps se compromettre, notamment avec des sociétés privées à qui on accorde des contrats et pour lesquels on réalise des navettes. Donc mon point, c'était, vous qui avez l'habitude d'aller dénicher ce type de pratiques, notamment de conflits d'intérêts dans des sociétés privées, est-ce que ça vous interpelle aujourd'hui, ces pratiques qui sont plutôt courantes à la tête de l'audiovisuel public? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une enquête de l'un de vos magazines? Et le deuxième point qui me paraît important, vous avez éludé d'une certaine façon la question de votre salaire. Vous avez expliqué que c'était important d'être transparent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ne révélez pas le montant exact du salaire qui vous est attribué au titre de France Télévisions? Peut-être juste pour que tout le monde ait en tête, Mme Lucet, ce à quoi fait référence le rapporteur, c'est des salariés du service public audiovisuel de France Télévisions qui ensuite vont travailler dans les sociétés de production. Et il vous posait cette question parce que c'est vrai que parfois on a reproché aux politiques, par exemple, d'être députés, d'occuper un mandat, puis ensuite d'aller travailler dans des sociétés avec lesquelles ils avaient un lien. Vous voyez, ça peut s'avérer être des conflits d'intérêts, et ça vous est arrivé dans vos émissions de révéler ce genre de conflits d'intérêts. On peut s'interroger, je crois qu'ici, quels que soient nos bords politiques, on peut s'interroger sur le fait que des salariés du service public audiovisuel soient licenciés, touchent des indemnités de licenciement et ensuite aillent travailler dans les sociétés de production qui travaillent avec le service public. Bon, je précise pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et que vous puissiez réagir et répondre à cette question. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que vous épinglez, vous avez utilisé ce mot, le pantouflage. Donc, encore une fois, je ne vais pas me prononcer sur le cas particulier de Nathalie Darigrand pour les raisons que je vous ai exposées. Ça ne fait pas partie de mon périmètre et je préfère véritablement rester dans mon périmètre. Mais là, c'est vraiment totalement faux de parler de pantouflage pour Nathalie Darigrand. Et vous le faites. Donc, c'est ça ma question. Quand vous parlez de pantouflage, vous évoquez en réalité l'article 432-13 du Code pénal. On sait tous qui est concerné.
par le pantouflage. Vous le savez très bien, puisqu'en fait, le délit de pantouflage concerne une personne ayant été chargée en tant que membre du gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique. Donc vous voyez bien que le délit de pantouflage ne concerne pas les salariés de France Télévisions, qui ne sont ni fonctionnaires, ni élus, ni militaires, mais qui sont des salariés du régime général. Donc on n'est pas du tout dans ce cadre-là. D'autre part, pardonnez-moi, mais vous allez recevoir, je pense, Monsieur Christian Vion dans 2 jours. Vous allez sûrement recevoir plus tard des producteurs. Vous pourrez aussi leur poser ces questions. En ce qui me concerne, je vous ai répondu. Vous expliquez, vous en remettez à la définition exacte du délit de pantouflage, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'un dirigeant de l'audiovisuel public peut se compromettre de cette façon, que ce soit légal ou non d'ailleurs, de signer des contrats de production importants avec de l'argent public pour une société de production, se faire prendre une indemnité de licenciement financée par le contribuable de plusieurs centaines de milliers d'euros, et ensuite basculer dans cette même société-là, et même parfois faire des navettes en revenant à la direction de France Télévisions pour continuer à faire augmenter le volume contractuel pour cette société de production passée avec France Télévisions. Vous évitez un peu ma question, vous expliquez que ça ne peut pas être caractérisé par un délit de pantouflage parce que ce ne sont pas des fonctionnaires. Est-ce que pour autant, moralement, c'est pas condamnable ? Alors, monsieur le rapporteur, très franchement, je vais vous répondre un peu différemment, mais je crois que c'est important. Moi, je suis un peu la tête de gondole de Cache Investigation et d'envoyé spécial. Donc, on me met un peu tout sur le dos quand on parle d'envoyé spécial, de Cache Investigation. J'ai l'habitude, c'est un peu normal quand on est la tête de gondole. Vous avez l'air de dire qu'une personne à France Télévisions signe tout... Voilà. Vous avez l'air de dire qu'une personne signe des milliers de contrats pour beaucoup d'argent public, etc. Moi, je ne suis pas au cœur du réacteur. Je ne m'occupe pas de signer des contrats. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis certaine que ça n'est pas le cas. Qu'il est impossible qu'une personne signe des milliers de contrats sans qu'il y ait multiples contrôles tout autour. Donc, la manière dont vous posez cette question, à mon avis, n'est pas la bonne. Pardonnez-moi de vous le dire. Et je vous redis, comme vous recevez bientôt les personnes qui s'occupent de la DH, en l'occurrence Christian Vion, je crois, dans 2 jours, peut-être posez-lui la question. Il me semble qu'il serait plus adéquat de lui poser la question à lui et de poser la question aux dirigeants de France Télévisions. Vous l'avez déjà fait. Moi, je n'ai pas le sentiment que Delphine Ernotte vous ait répondu comme ça, mais je réécouterai sa déclaration. C'était très clair de sa part. On va avancer, mais je pense que le rapporteur, il vous interrogeait là comme journaliste d'investigation, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de révéler des scandales d'État, et c'est vrai qu'on peut s'interroger comme responsable politique, comme Français, comme citoyen, que des salariés quittent l'audiovisuel public avec des indemnités de licenciement et ensuite retrouvent des fonctions dans des sociétés de production qui travaillent avec l'audiovisuel public. C'est pas illégal, vous avez raison de le dire, mais admettez que ça peut interroger, voilà, ça peut poser question dans des manières de procéder. Voilà, heureusement que ces personnes qui soit sont licenciés peuvent retrouver un travail. On ne leur souhaite pas d'être au chômage à vie, on leur souhaite de retrouver un travail. Mais c'est vrai que c'est des pratiques qui peuvent interroger. Voilà, on est très exigeant avec les politiques, on est très exigeant, et c'est tout à fait normal, avec des salariés du privé. Voilà, admettez que ça peut interroger. Je pense que le rapporteur, vous ne posez pas cette question en tant que salarié de France Télévisions, mais plutôt en tant que journaliste d'investigation qui passait beaucoup de temps à révéler voilà, des scandales ou des choses qui sont pas forcément illégales. En l'occurrence, vous avez raison, le pantouflage ne les concerne pas, mais qui peuvent quand même interroger les Français, susciter un peu d'indignation. Mais on aura une audition de cette personne, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'en faire un procès individuel. Elle pourra aussi y répondre. On est attaché ici, le rapporteur aussi, au principe du contradictoire. Et comme on auditionnera cette personne, elle pourra répondre, s'expliquer, et voilà. Mais pour clôturer sur ce point-là, parce que j'ai pas obtenu de réponse de votre part, et pardon d'être insistant, mais c'est aussi la façon dont on essaye d'obtenir un certain nombre de réponses dans cette commission d'enquête. Et je sais que vous êtes aussi attaché à la vérité, à la transparence.
les faits que je vous ai exposés sont des faits qui sont avérés, de dirigeants de l'audiovisuel public qui signent des contrats, qui sont licenciés, qui prennent des indemnités de licenciement importantes, qui basculent dans ces mêmes sociétés de production pour lesquelles ils ont signé des contrats. Ce sont des pratiques qui sont de plus en plus dénoncées et c'est l'un des points essentiels d'ailleurs de cette commission d'enquête. Moi, je me permets de vous poser la question, non pas en tant que salarié de France Télévisions, vous avez peut-être reçu des consignes de ne pas accabler certains dirigeants ou anciens dirigeants. Delphine Ernotte, lors de son audition, a expliqué qu'il était temps que le législateur s'empare de ce sujet parce qu'effectivement, ce sujet pouvait poser des questions. Pourquoi vous, qui êtes au fond le porte-étendard de l'investigation, du service public, qui avait la confiance de millions de Français, est-ce que vous ne voulez pas, devant la représentation nationale, nous dire effectivement c'est un sujet de préoccupation, ça pourrait faire l'objet d'une de mes émissions et il est temps que le législateur s'empare de ce sujet parce qu'il y a des soupçons de conflits d'intérêts qui sont derrière. Et le tout dernier point, et on clôturera cette parenthèse-là, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous révéler je vous ai posé à 2 reprises la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous révéler votre salaire? Est-ce que vous adoptez la même consigne qui a été donnée à l'ensemble des salariés de France Télévisions, c'est-à-dire de ne pas le rendre transparent auprès de millions de Français? Je vous laisse répondre et puis ensuite on aura encore un quart d'heure de questions du rapporteur et je donnerai la parole ensuite au groupe politique. Ok. Alors en ce qui concerne mon salaire, j'ai vraiment le sentiment de vous avoir répondu, monsieur le rapporteur, ou peut-être ne m'avez-vous pas entendu ou écouté. Donc je répète qu'en ce qui concerne mon salaire... Pardonnez-moi, j'attends d'avoir votre attention parce que comme vous me répétez la question à plusieurs reprises, du coup, je me dis que peut-être vous n'avez pas eu véritablement la possibilité de m'écouter ou de m'entendre. Donc, du coup, je vous répète véritablement les choses. Je vous redis que quand je mène mes émissions d'investigation, et quand je les mène avec mon équipe de Cache Investigation notamment, il nous arrive régulièrement de demander ces éléments par écrit à des très grandes sociétés, des multinationales, à des dirigeants d'entreprises, à des lobbies, enfin voilà. Nous obtenons ces documents par écrit. Vous les avez. Vous avez ces documents par écrit. Et donc quand nous les avons, nous, on est très contents de les avoir. Je lirai avec beaucoup d'attention le rapport que vous allez faire à l'issue de cette commission d'enquête parlementaire. Et je pense que beaucoup de gens sont impatients de le lire. Donc voilà. Encore une fois, ces documents, et je m'en suis assurée. On les a. Merci. On les a, le rapporteur peut le confirmer. Merci. Comme ça, on ne va pas dire que je protège qui que ce soit. Le rapporteur, on les a. Je vous laisse le préciser. Vas-y. Et effectivement, Madame Lucet, je vous remercie de votre... Effectivement, Madame Lucet, je vous remercie de votre réponse. J'ai ces éléments à ma disposition. Simplement, je me heurte depuis le début des auditions à un refus pur et simple de l'ensemble des cadres et dirigeants de France Télévisions à les révéler dans le cadre de ces auditions. Je les mettrai dans le rapport parce que je pense que c'est important notamment de révéler le top 10 ou le top 20 des salaires de l'audiovisuel public pour que les Français se rendent compte. Encore faut-il d'ailleurs que ce rapport soit voté, soit adopté à l'unanimité. Il y a un enjeu. Donc vous voyez, et donc c'est aussi pour ça que je me permets de poser ces questions parce qu'il y a peut-être un risque que ce rapport ne soit pas adopté. Et vous qui êtes si à cheval sur les exigences de transparence, notamment sur l'utilisation des fonds publics, et c'est tout votre honneur. Et c'est aussi pour ça, je pense que des millions de Français suivent vos enquêtes. Vous comprendrez que je m'interroge, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne voulez pas, de façon très décomplexée, nous dire combien vous êtes payé par l'argent public, alors que c'est aussi un peu le cœur et l'ADN de vos émissions. Peut-être pour avancer, le formuler différemment. Non, mais là, même... très franchement, enfin, je peux vous le faire. Alors, je vais vous faire... Je vais tout vous mettre en même temps, qui est exactement ce que je pense. Et voilà. Véritablement, depuis le début, je vous dis, j'ai toujours été plutôt transparente, moi, sur ma rémunération. Ma rémunération vous a été transmise de manière écrite. J'ai 42 ans de carrière, donc oui, j'ai 42 ans de carrière. J'ai des responsabilités, je suis exposée à l'antenne, je ne suis pas un perdreau de l'année, comme on dit. Voilà. Je n'ai pas de part de cette société de production. Je n'ai pas de société de production. Je ne touche pas de dividendes de société de production. Mon salaire est uniquement payé par France Télévisions au bout de 42 ans de carrière. Voilà, donc je pense vous avoir répondu extrêmement clairement à plusieurs reprises. Vous m'aviez dit que c'était la dernière fois que vous me posiez la question, mais vous y revenez. Bon, je peux comprendre, mais je pense vous avoir vraiment apporté tous les éléments, d'autant que vous avez, encore une fois, tous les éléments écrits en votre possession. Monsieur le rapporteur.
Bon, j'aurais tout essayé, mais probablement aussi comme vous, quand vous êtes devant certains dirigeants d'entreprises et que vous les mettez sur le grill pour essayer de répondre à nombre de questions, j'insisterai pas davantage. On va clôturer cette... je perçois en tout cas que vous ne voulez pas nous révéler votre salaire, mais effectivement, je vous l'avoue, c'est un élément que j'ai. Un sujet qui est important, c'est celui du climat social qui règne chez France Télévisions. On en a beaucoup parlé lors des dernières auditions. Le cabinet CDEAT a publié le 9 octobre dernier un rapport d'expertise sur un risque grave à la rédaction nationale de France Télévisions. Ce document décrit un climat de travail qualifié de brutal, une organisation jugée autoritaire et élitiste, des inégalités de traitement, de fortes tensions internes et nombre de cas de souffrance au travail. Ce rapport fait également état de témoignages évoquant des comportements brutaux, des violences verbales et des situations de harcèlement. Page 108 du rapport, j'ai notamment pu lire, je vous le cite, que les conférences critiques post-JT ont parfois été, avec certaines équipes d'édition précédentes, un lieu propice à l'humiliation, à des crises de colère ou au rabaissement des journalistes. Quelques minutes seulement après l'audition de la direction de l'information de France Télévisions, il y a quelques jours, il y a un autre document interne qui a été publié, qui a fuité par voie de presse, qui mettait en cause directement la directrice adjointe de l'information, Madame Muriel Plenet, qui était auditionnée quelques minutes auparavant devant la représentation nationale. On n'avait pas encore connaissance de ce rapport pour des dérives managériales graves. Il s'agit du 6e rapport interne qui pointe des pratiques préoccupantes depuis 2009. Pourquoi est-ce que vous, qui êtes à la tête de l'investigation du service public, vous n'avez pas voulu enquêter sur les dérives managériales et les cas de souffrance au travail chez France Télévisions? Monsieur le rapporteur, en ce qui me concerne, il faut que je vous explique un peu comment on fonctionne. D'un côté, vous avez la rédaction qui fabrique les JT, les journaux télévisés. Donc cette rédaction, moi j'y ai appartenu et j'y ai participé pendant de très nombreuses années puisque j'ai présenté des JT à France Télévisions pendant 26 ans. Donc j'étais en prise directe avec ces rédactions tous les jours au quotidien. Il se trouve que je ne le suis plus et je ne le suis plus depuis 10 ans aujourd'hui. Je vais vraiment faire amende honorable. Je vous dis honnêtement, puisque j'ai prêté serment, que je n'ai pas lu ce rapport dont vous me parlez. Donc je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu. J'en prendrai connaissance, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'équipe d'envoyé spécial qui est en interne à France Télévisions, petite équipe, on favorise toujours la discussion. On est toujours dans une volonté, effectivement, de construire ensemble la meilleure émission possible pour les téléspectateurs. J'ai vraiment pas le sentiment qu'on soit dans un climat de brutalité. C'est plutôt... j'aimerais, en fait, je vous le dis franchement, j'aimerais beaucoup que vous participiez aux conférences de rédaction qu'on a chaque lundi. Parce que c'est un moment d'échange complet, en fait, avec les journalistes de la rédaction. Les rédacteurs en chef, les rédacteurs en chef adjoints, les journalistes sont tous au même niveau. On peut discuter de tout. Les gens qui sont dans la rédaction d'Envoyé spécial ne sont pas, contrairement à ce que j'ai pu lire, des Parisiens, bobos. La plupart d'entre nous venons de province. Et on est très fiers de venir de province. Moi, je suis normande d'origine. Gilles vient de l'Aveyron. De l'Aveyron. Et vraiment, il y a énormément de gens qui viennent de nos différents territoires, qui pensent différemment les uns des autres. On pense contre nous-mêmes aussi, beaucoup. On réfléchit, ça débat, ça discute. Et on n'est pas dans ce climat de brutalité. Alors oui, on est dans un métier stressant. Objectivement, on ne va pas se mentir, de temps en temps, on peut hausser la voix parce qu'on est dans le rush, parce que c'est le stress, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais ça reste dans des règles tout à fait normales. Et pardonnez-moi, mais je ne veux pas prendre exemple sur l'Assemblée nationale, mais je suis persuadée que parfois entre vous, vous haussez le ton aussi, ça peut vous arriver. Jamais dans cette commission d'enquête. Jamais. Il y a un respect absolu et permanent. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Une autre question assez courte de ma part par rapport à votre méthode et notamment au choix d'enquête que vous décidez de mener qui, je pense, intéresse nombre de personnes. Dans vos choix d'investigation, il y a évidemment les sujets qui sont traités, il y a aussi les sujets qui ne font l'objet d'aucun traitement et parfois d'ailleurs ces derniers en disent autant, si ce n'est plus, sur
l'honnêteté du traitement de l'information, la déontologie des émissions comme Cache Investigation et Envoyé spécial. Une question simple, pourquoi est-ce que sur les dernières années, vous n'avez jamais voulu enquêter sur des personnalités comme Tariq Ramadan, comme Gérard Miller, comme Olivier Duhamel, ou peut-être encore comme Jack Lang, qui sont des figures intellectuelles influentes, et qui ont d'ailleurs été toutes mises en cause ou accusées de scandales sexuels ayant fortement marqué l'opinion publique? Pourquoi est-ce que vous n'avez consacré aucun magazine, aucune enquête à ces différentes personnalités? Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, vous avez été mal informé. Nous avons consacré une très longue enquête à Gérard Miller en collaboration avec le journal Elle. C'est-à-dire que pour être d'ailleurs beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent à l'antenne, nous avons décidé d'unir nos forces avec le journal Elle pour pouvoir présenter un magazine un reportage d'investigation sur Gérard Miller qui a été extrêmement complet, qui a été salué par nos confrères de tous bords en disant qu'on avait fait un excellent travail. Je ne vous cache pas qu'on s'interroge en ce moment sur certaines des personnalités que vous évoquez pour savoir si on ne va pas enquêter dessus. Toujours dans la même démarche, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a un bruit médiatique en ce moment. On va se parler sur Jack Lang. Le bruit médiatique, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, nous. C'est de savoir si oui ou non, on va réussir, grâce aux leaks qui sont en ce moment là révélés, à apporter quelque chose de plus. Parce que vous avez vu quand même que les journalistes du monde entier, et en France particulièrement sur Jack Lang, beaucoup de journalistes se sont emparés de ce dossier. Est-ce que nous sommes en mesure, à Envoyé spécial, de révéler plus de choses ou pas sur cette affaire que ce qui est révélé dans les journaux au quotidien? Vous avez peut-être vu, monsieur le rapporteur, hier soir, dans le 20h, que justement, dans le 20h de France 2, le 20h de France 2 apportait de nouveaux témoignages par rapport à l'affaire concernant, la potentielle affaire concernant Jack Lang. Donc, les rédactions de France Télévisions y travaillent. Et je vais vous dire franchement, en toute intelligence, c'est-à-dire que parfois, c'est Envoyé spécial qui fait des enquêtes, parfois c'est complément d'enquête, parfois ça peut être Cache Investigation, parfois ce sont d'autres émissions, parfois il y a des documentaires. Mais à aucun moment, mais vraiment aucun moment, vous ne pouvez nous soupçonner d'éviter de faire ce genre d'enquête. Gilles. Pour être précis, pour ce qui est de Gérard Miller, le reportage a été diffusé le 29 février 2024. C'est un reportage de 33 minutes de Chloé Vienne et Lucie Rémy. Et son titre était Gérard Miller, les plaintes s'accumulent. Et dans ce reportage, on entendait les victimes. Voilà, c'était un reportage complet et long sur les accusations portées contre M. Gérard Miller. Et vous venez de dire, merci beaucoup, vous venez de dire, Mme Lucet, vous ne pouvez pas choisir vos sujets en fonction du bruit médiatique. Et en même temps, j'imagine quand même que quand il y a des sujets qui montent, je pense que le périscolaire, c'est quand même lié aussi à des polémiques, à une montée dans le bruit médiatique. Comment peut-être, je laisserai le rapporteur vous poser une question là-dessus, mais comment vous choisissez vos sujets? Par exemple, l'affaire Epstein qui secoue quand même le monde entier, jusqu'à des révélations avec la France, avec Jack Lang. Au-delà du fait que vous voulez à chaque fois avoir une plus-value, c'est-à-dire apporter des éléments complémentaires, comment vous choisissez vos sujets? Voilà, le rapporteur a cité une liste de noms. Comment vous décidez qu'un sujet mérite une investigation, un cache investigation? En l'occurrence, je pense que c'est plutôt cache investigation là que... Alors, sur Gérard Miller, pardonnez-moi de vous contredire, c'était Envoyé spécial. Pour le coup, c'était pas dans Cache Investigation, c'était un Envoyé spécial. Sur Cache Investigation, Sophie va vous répondre, mais vous savez, nous, on a toujours en tête, à aucun moment, moi j'ai entendu dire, Cache Investigation a décidé de se faire monsieur un tel ou telle entreprise, ou monsieur machin, ou madame telle. Non. Alors, jamais je m'inscris en faux, absolument, véritablement contre ce genre d'affirmation. Cache Investigation ne décide pas de se faire quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, non. On va s'intéresser, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, à des entreprises, à des personnalités, à des groupes, en fonction de leur surface, des informations que nous avons, de ce que nous pouvons récolter au fur et à mesure de nos investigations en fonction de nos sources, des témoignages que nous pouvons récolter, de la manière dont on peut corroborer ces informations
les doubler, les tripler pour être véritablement sûr de nous. Et seulement à ce moment-là, on aboutira à une enquête de cache investigation. Mais je veux être très claire par rapport à monsieur le rapporteur. Vraiment, si vous pensez qu'on s'interdit aujourd'hui à cache investigation ou à envoyé spécial, alors cache investigation, encore une fois, c'est un magazine d'investigation économique. Mais si vous pensez à un seul moment qu'on s'interdit des investigations sur ce genre de dossier dont vous parlez, c'est absolument faux. Merci. Encore deux questions. Je laisserai juste Sophie ajouter quelque chose. D'accord. Ensuite, il y aura 2 questions du rapporteur, puis la parole à Mme Parmentier pour 2 minutes. Monsieur le Président, c'était intéressant votre exemple parce que quand vous parlez du périscolaire, vous dites le bruit médiatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on commence nos enquêtes 1 an avant. Et donc 1 an avant, il n'y avait pas du tout de bruit médiatique sur ce sujet. Et là, c'est intéressant de vous raconter, par exemple, l'origine de cette enquête, parce qu'elle est différente de celle précédemment citée. C'est la journaliste en charge de cette enquête, Claire Tesson, qui tout simplement a eu des soucis au périscolaire avec ses enfants. Elle a commencé à m'en parler. Moi-même, j'ai un de mes fils qui a eu des soucis à une époque. On en a parlé avec Élise dans son équipe. Certaines personnes avaient eu des soucis. Et on s'est dit, tiens, il y a quand même un truc qui se passe. Parce qu'en fait, autour de nous, quand on est parents, on a des remontées du périscolaire. Alors, ce n'est pas forcément des affaires, vous voyez, de pédocriminalité. Mais effectivement, ça peut être de la violence physique ou de la violence psychique. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire qui, d'habitude, est traité de manière comme un fait divers, en fait, une affaire isolée. Et nous, on va essayer de comprendre pourquoi il y a peut-être une défaillance du périscolaire d'un point de vue systémique. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on peut aussi être, nous, en amont du bruit médiatique. Et puis, nos enquêtes sortent au moment du bruit médiatique. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque de l'ordre du hasard. Puisque pour ce qui est d'envoyé spécial, c'est aussi le même mécanisme. Élise vous a dit que ça serait bien que vous veniez dans une conférence de rédaction et vous y seriez accueillis. Ça pourrait être très intéressant. Mais effectivement, en conférence de rédaction, on vient tous de la France entière et souvent les conversations le lundi tournent autour de ce qu'on a entendu chez nous, ce qu'on s'est dit à la maison. Et souvent, je pense par exemple à un reportage qui a fait un peu de bruit d'envoyé spécial sur les dermatologues, sur le manque de la quasi-impossibilité d'avoir un rendez-vous chez un dermato. Ben, c'est ma sœur qui m'avait raconté son aventure en Ariège, pendant l'été. Et on en parle à l'émission de rentrée, à la conf de rentrée. Je dis, ma frangine m'a raconté un truc dingue. On regarde, on voit qu'effectivement, on peut obtenir des rendez-vous pour des injections, de Botox, etc. Mais pour ce qui est de montrer un bouton qui serait inquiétant, c'est impossible. C'est le point de départ d'un reportage, d'une enquête qui a été très regardée et qui finalement part de quelque chose de très quotidien, connu par tous les Français, mais qui devient un objet journalistique. Et c'est ça notre travail, en fait, tout le temps, toutes les semaines. Et les conférences de rédaction servent à ça. Et c'est comme ça que les sujets émergent. Parce que Élise aussi reçoit beaucoup de courriers. Oui. Elle a reçu, par exemple, le courrier d'une famille, d'un militaire qui s'est suicidé. Et un très beau courrier d'une famille une famille de militaires qui n'en voulait pas à l'armée, mais qui nous partageait le désespoir de cet enfant qui avait mis fin à ses jours, n'arrivant pas à trouver dans l'armée ce qu'il était peut-être venu y chercher. Une de nos journalistes est partie de ce point de départ, et ça a abouti au reportage qu'on a diffusé il y a maintenant un petit mois sur les désertions dans l'armée française, où on a découvert que l'armée française était confrontée à un problème de désertion important, que ce problème était géré au sein de l'armée, et que l'armée ne le cachait pas. On a été reçu par le DRH de l'armée qui nous a répondu. Donc souvent nos reportages partent pas de l'idée. Si vous voulez, voilà, ça part de choses très concrètes, de nos vies, des courriers que l'on reçoit, et c'est souvent ça qui donne de très bonnes enquêtes. Merci, monsieur le rapporteur. Encore 2 questions. Et puis la parole... Une toute petite précision pour dire que je tiens énormément à ouvrir tout mon courrier. C'est-à-dire que c'est moi qui ouvre mon courrier. C'est moi qui lis les lettres. C'est moi qui lis les mails. Vous recevez, c'est quoi en moyenne Ah oui, bah là, ce matin, je peux vous dire que notre assistante de production m'a encore apporté 8 lettres et donc je les ouvre quand je n'ai pas le temps de le faire. Et ça peut arriver. Je demande à un de mes rédacteurs en chef ou rédacteur en chef adjoint de jeter un œil. Avant, j'avais mon assistant qui faisait ce travail, mais maintenant il est parti à travailler à nous les Européens, donc je n'ai plus d'assistant. Donc on le faisait ensemble et donc là, on le fait tous ensemble. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on porte beaucoup d'attention à ce que les Français nous disent, nous racontent. C'est très important pour nous, vraiment, très important. Merci pour cette précision. Monsieur le rapporteur, merci, Monsieur le Président. Deux dernières questions, effectivement, avant de laisser la parole à l'ensemble des députés.
pour finir cette parenthèse sur les choix éditoriaux, notamment les choix d'enquête, vous expliquez qu'il ne faut pas se fonder simplement sur le bruit médiatique. Je vais évacuer le sujet Tariq Ramadan, le sujet Duhamel. Je vais en venir au sujet Jack Lang. En octobre 2020, déjà, la presse avait révélé que la fondation de Jeffrey Epstein avait versé plus de 57 000 $ à une association liée à Jack Lang en 2018, soit un an avant l'arrestation d'Epstein, pour des faits de viol et de trafic sexuel de mineurs. À l'époque, Jack Lang avait indiqué qu'il s'agissait d'un financement destiné à un projet de film consacré à son parcours politique, mais c'est un projet qui n'a jamais vu le jour. Dans les dernières révélations des Epstein Files, on a pu voir, notamment sur le site du FBI, qu'un mail aurait été envoyé par Jeffrey Epstein à Jack Lang le 28 janvier 2013. L'objet de ce mail, c'était « Petit Prince ». Je traduis, c'est de l'anglais. « Petit Prince », je vais vous lire le mail, il est très court. De Jeffrey Epstein à Jack Lang. « Merci. Je vais examiner cela cette semaine et revenir vers vous. L'enfant doit-il être initié à la religion? Doit-il être initié à des nouvelles sexualités? Tester, à quelle fréquence? Tests standardisés, projets d'échantillons, etc. Pouvons-nous organiser un appel plus tard cette semaine? Pourquoi le service public de l'audiovisuel ne s'est pas emparé aussi rapidement de ce sujet? Et pourquoi, alors qu'il y a eu des révélations qui liaient Jeffrey Epstein à Jack Lang déjà en octobre 2020, vous n'avez pas voulu, comme d'autres sujets, réaliser une enquête sur les liens entre Jeffrey Epstein et Jack Lang? Peut-être pour préciser, est-ce que vous aviez ces informations Est-ce que vous les aviez? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous en avez discuté? Avec ce micro. Ah, c'est parce que... D'accord, ok, vous m'entendez. Je peux vous dire, mais vraiment avec certitude et droit dans les yeux, monsieur le rapporteur, que nous nous intéressons beaucoup à ces sujets. Simplement, il y a des arbitrages à un moment de la direction des magazines. Et donc, je vais la nommer, elle s'appelle Elsa Margou. Elsa Margou qui dirige les magazines, les magazines d'information qui sont en interne à France Télévisions. Quand on sort de conférence de rédaction, lundi, on lui dit « on partirait bien sur l'affaire Epstein ». Ça s'est passé la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Elle nous a dit « Ah non, Complément d'enquête a déjà fait un premier documentaire sur l'affaire Epstein, donc ils sont prioritaires, ils vont en faire un deuxième. » Et là, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, nous, pour que l'argent public ne soit pas dépensé à tort et à travers? On est obligé de dire, la directrice des magazines choisit et dit... Puisque Complément d'enquête a déjà traité ce sujet, Complément d'enquête va le retraiter une deuxième fois. Je peux même vous dire que Virginie Villard a été interviewée dans un reportage de En Société dimanche soir sur France 5 comme journaliste experte du dossier et que oui, France Télévisions a très envie d'enquêter sur l'affaire Epstein. Je vous le dis droit dans les yeux. Après, on ne peut pas se faire concurrence entre deux magazines. Ce serait une dépense d'argent public, pour le coup, inique. Ce serait inefficace. Entre guillemets, on se ferait concurrence entre nous. Ce serait vraiment idiot. Donc je pense que ça n'est pas la bonne solution. Merci. Le plus important, c'est que France Télévisions le traite. Et on auditionne Complément d'enquête. Dans le 20h et dans les magazines. On auditionne Complément d'enquête. On gagne des arbitres. J'imagine. On auditionne Complément d'enquête jeudi. On pourra leur poser la question. Monsieur le rapporteur, une dernière question et ensuite je cède la parole au groupe politique. Merci, Monsieur le Président. Le 11 mars dernier, dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé sur France 2, la journaliste Sonia Mabrouk, Madame Lucet, vous a lancé « J'attends un cache investigation sur France Télévisions ». Vous avez alors répondu, je vous cite, « Je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions ». Bon. Pourtant, depuis le début de cette commission d'enquête, il apparaît qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous en conviendrez, je pense. Je pense aux 81 millions d'euros de déficit cumulés par France Télévisions depuis 2017. Je pense aux chambres d'hôtel à Cannes facturées jusqu'à 1 700 € la nuit. Je pense aux conflits d'intérêts, on en a parlé, entre certains dirigeants de France Télévisions et des dirigeants de sociétés de production bénéficiant de contrats importants avec le groupe. Je pense au niveau de rémunération très élevé d'une trentaine de directeurs de France Télévisions, mieux payés que le président de la République. Je pense aux soupçons d'emploi fictif de certains directeurs qui ont d'ailleurs fait l'objet parfois d'enquêtes, parfois d'articles de presse. Je pense à l'hyperconcentration des contrats de production aux mains de quelques sociétés qui bénéficient de centaines de millions d'euros d'argent public par an. Je pense aux entraves qu'on subit dans le cadre de cette commission d'enquête pour réclamer des documents critiques que France Télévisions a pourtant l'obligation légale de nous fournir. Je pense aux communications officielles mensongères du groupe, notamment sur l'état des comptes. Je pense aux pressions d'un ancien président de la République
qui est intervenu dans le processus de nomination de Delphine Ernotte, en rupture totale de la loi, avouée par le même président du CSA en 2015. Je pense aux enregistrements des auditions des candidats à la présidence de France Télévisions lors de la première nomination de Delphine Ernotte en 2015, qui ont disparu selon le CSA. Et je pense enfin, mais la liste n'est pas exhaustive, au témoignage de ce haut magistrat, président de la 3e chambre de la Cour des comptes, qui sous serment, devant nous, n'a pas voulu nier avoir reçu un mail du secrétaire général de France Télévisions lui demandant de décaler la publication du rapport après la reconduction de Delphine Ernotte en 2025. Et nos travaux, vous le voyez, ne sont pas terminés. On a encore une trentaine d'auditions à réaliser. Dans ce contexte, Madame Lucet, est-ce que vous maintenez vos propos ? Est-ce que demain, vous songerez à consacrer une émission d'investigation consacrée au financement et au fonctionnement de France Télévisions ? Alors, monsieur le rapporteur, je suis très intéressée par tout ce que vous dites, objectivement. Je ne pense pas être la personne dans la meilleure position pour réaliser une investigation sur France Télévisions, parce que je serais, je le pense, juge et partie. Et donc, par rapport, il y aurait bien sûr l'ombre du soupçon sur tout ce que je pourrais dire ou faire sur France Télévisions. D'autre part, ce que je veux, et là je pense que vous le savez fort bien, mais je veux le répéter pour les téléspectateurs, France Télévisions fait l'objet de très nombreux contrôles. Vous l'avez dit, des contrôles sociaux, des contrôles financiers, des contrôles de la Cour des comptes. Vous-même, vous êtes en train de faire une commission d'enquête parlementaire extrêmement précise, longue, dont le travail vraiment est important sur l'audiovisuel public et sur son financement. France Télévisions n'est pas une entreprise publique qui ne serait pas surveillée. Elle est surveillée constamment surveillée. Et c'est tout à fait normal. Et je trouve ça tout à fait normal. Je m'en félicite. Je trouve ça très bien par rapport à ce que les Français doivent savoir de l'utilisation de l'argent public. Vous conviendrez que je ne suis pas la meilleure personne pour mener cette enquête. C'est comme si, je ne sais pas moi, je demandais à un grand patron, ou je ne sais pas, au directeur de communication d'une entreprise de grande distribution, de mener une enquête sur cette entreprise de grande distribution. Ce serait inévitablement entaché de soupçons. Donc, je vais lire avec beaucoup d'attention le rapport de votre commission d'enquête parlementaire. Je lis avec beaucoup d'attention le rapport de la Cour des comptes. Je note simplement, et pardon de vous le dire, que vous avez à plusieurs reprises dit que France Télévisions était en quasi-faillite. Et vous avez dit ça à plusieurs reprises dans plusieurs auditions. J'ai cherché dans le rapport de la Cour des comptes, dans les 166 pages de rapport de la Cour des comptes, le mot quasi-faillite n'y est jamais. Le mot faillite n'y est jamais. Voilà donc pour cette audition très attendue d'Élise Lucet devant la commission d'enquête qui planche sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public. Après Élise Lucet, le prochain à passer sur le grill, c'est Tristan Valek, le présentateur de Complément d'enquête. On en parle dans un prochain épisode. À bientôt.